Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier une fonction ln de x. Comme nous l'avons promis, c'est la suite de la correction d'une épreuve que nous avons entamée déjà dans cette chaîne. Bien, dans cette vidéo, nous allons ensemble déterminer l'intersection de la courbe d'une fonction avec les axes du repère et l'intersection d'une courbe avec une autre courbe, les positions relatives d'une courbe par rapport à une autre courbe, des notions très fréquentes aux examens. Bien, mais aussi nous allons voir comment trouver le nombre de solutions de f de x égale 0. Comment montrer que f de x égale 0 admet une unique solution dans un intervalle. Et enfin, nous allons obtenir le tracé de la fonction f de x et de la fonction g, h de x plutôt. Trouver un encadrement de alpha, l'intersection de f avec h. Aussi, nous allons montrer que dans l'intervalle 4 plus infini, la fonction f est en dessous de la fonction h, comme nous voyons dans le tracé de la fonction f et c. Voilà donc ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de télécharger les contenus. Nous publions régulièrement des vidéos comme ceci, des corrections entières, expliquées et détaillées pour préparer les examens officiels. Bien, c'est parti. À la première question, il nous est donné une fonction f de x égale 1 plus 2 ln de x sur x carré, le tout sur x carré, et une fonction h de x. Bien, il nous est demandé de déterminer les limites lorsque x tend vers 0 et lorsque x tend vers plus infini. Ensuite, de déduire que la courbe de f admet deux asymptotes dont on déterminera les équations. Pour calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0, la première chose à faire, c'est de remplacer x par 0 puisque nous avons x tend vers 0. Nous remplaçons donc x par 0 ici et là. Bien, nous obtenons donc au numérateur 2 plus ln de 0. ln de 0 n'étant pas défini, nous connaissons juste la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Et cette limite nous donne donc moins l'infini. Donc nous allons faire 2 fois moins l'infini plus 1, ce qui nous donne donc moins l'infini au numérateur. Et lorsque nous remplaçons 0 en bas, nous avons donc moins l'infini sur 0. Mais 0 plus. Pourquoi 0 plus? Parce que non seulement x tend vers 0 par valeur supérieure, mais nous avons aussi le carré en bas. Donc, moins l'infini sur 0 plus, ce qui nous donne donc moins l'infini. Mais on pouvait voir ce problème autrement en disant plutôt qu'on a 1 sur x carré qui multiplie donc 1 plus 2 ln de x. Bon, le premier membre, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, va nous donner ici plus infini, pendant que de ce côté, nous aurons moins l'infini. Donc, nous aurons moins l'infini fois plus l'infini, ce qui nous donne donc moins l'infini. Donc, de deux manières, l'élève pouvait toujours conclure que nous avons moins l'infini à ce niveau. Maintenant, la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x nous donne quoi? Si nous remplaçons encore x au numérateur, nous allons obtenir ln de plus infini ici. Cette limite nous donne quoi ici? Elle nous donne plus infini. 2 fois plus infini, plus infini, plus 1, plus infini. Donc nous avons plus infini au numérateur. Et nous avons plus infini au dénominateur, puisque le carré de plus infini nous donne donc plus infini. Donc nous avons le plus infini au numérateur, nous avons plus infini au dénominateur. C'est une forme indéterminée. Bien. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voyons si nous cassons la fraction en deux. Ce bloc plus celui-ci. Ça va toujours donner la même fraction, puisque nous aurons deux fractions de même dénominateur. On additionne les numérateurs, on va toujours trouver la même fraction. Si nous scindons donc cette fraction en deux blocs comme cela, nous aurons la limite de 1 sur x carré qui nous donne quoi? Elle nous donne ici, à plus infini, elle nous donne 0. Nous avons 0 ici. Ici, nous aurons l'infini sur l'infini, ce qui nous donne a priori une forme indéterminée. Mais comme la fonction ln croît moins vite que la fonction puissance x carré, bien x carré va donc dominer, ce qui fait donc que la limite de ln de x sur x carré va donc nous donner 0. Donc en réalité, nous avons 0 plus 2 fois 0 qui nous donne donc 0. Raison pour laquelle cette limite donne 0. Bien, ce qui achève dans le calcul des limites. Maintenant, déterminons les asymptotes. Maintenant, il nous a été dit dans le cours que lorsque x tend vers une valeur finie, a par exemple, de f de x donne l'infini, cela signifie que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale à la courbe. Dans notre cas ici, nous avons limite lorsque x tend vers 0, 0 étant fini, de f de x nous a donné moins l'infini. Cela signifie que la droite d'équation x égale plus infini, x égale 0 admet donc une asymptote verticale à la courbe. Précisons que c'est une asymptote verticale
verticale à droite puisque la limite ici a été calculée pour les valeurs supérieures. Donc x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc il s'agit d'une asymptote verticale à droite en 0. Bien. Maintenant, lorsque nous passons à la deuxième limite, f de x, la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, nous obtenons 0. Ça veut dire la limite lorsque x tend vers l'infini nous a donné un nombre réel a fini. Dans ce cas, la courbe de la fonction f admet en plus infini une asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. Voilà donc les deux asymptotes. Pour résumer, lorsque x tend vers une valeur finie donne l'infini, nous avons une asymptote verticale d'équation x égale le nombre fini, dans notre cas ici égale 0. Lorsque x tend vers l'infini nous donne une valeur finie, dans notre cas ici 0, cette fois-là, nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale le nombre fini qu'on a trouvé ici, dans notre cas 0. Donc c'est la subtilité qu'il faut bien retenir. Rappelons aussi que les droites de la forme x égale 1 réel sont des verticales, pendant que les droites d'équation y égale k1 réel sont des droites horizontales. Bien, voilà donc ce qui achève la première question. Bien, à la deuxième question, il nous est demandé de déterminer la dérivée de f et de dresser le tableau de variation de cette fonction. Bien. Pour déterminer la dérivée d'une fonction, il faut d'abord déterminer le domaine de dérivabilité de celle-ci. Donc, ici, nous remarquons que f est défini comme rapport de deux fonctions dérivables. À quel moment un rapport de fonction est dérivable? Un rapport de fonction est dérivable lorsque chacune d'elles est dérivable et que le dénominateur est non nul. Donc, c'est ce qui est à vérifier. Première chose, 1 plus 2 ln de x est dérivable en tant que somme de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Pourquoi? Effectivement, parce que ln de x est une fonction dérivable par définition, cela a été dit en cours. ln de x est dérivable sur 0 plus infini, donc 2 ln de x aussi est dérivable sur 0 plus infini. Par conséquent, 1 plus 2 ln de x est dérivable aussi sur 0 plus infini, donc le numérateur de notre fonction est donc dérivable. Maintenant, si on associe x carré est dérivable sur r, donc sur 0 plus infini qui est un sous-ensemble de r aussi. Maintenant, comme 0 plus infini est ouvert en 0, cela signifie que x carré n'est pas nul dans 0 plus infini. Donc, en plus d'être dérivable sur 0 plus infini, c'est aussi non nul. Donc, f est donc défini ici comme rapport de deux fonctions dérivables et dont le dénominateur est non nul. Ce qui signifie donc que ce rapport de fonction-là est donc dérivable sur 0 plus infini. Raison pour laquelle, en ayant affirmé ici que la fonction du numérateur est dérivable sur 0 plus infini, le dénominateur étant dérivable sur 0 plus infini et non nul, cela signifie donc que f est dérivable sur 0 plus infini comme rapport de fonction dérivable. Bien, maintenant, l'ensemble de dérivabilité clarifié, nous pouvons donc calculer la dérivée pour x appartenant à 0 plus infini. Bien, nous savons déjà que f est un rapport de deux fonctions, 1 plus 2 ln de x. Nous devons donc dériver. La formule c'est quoi? On dérive le numérateur, on multiplie par le dénominateur, moins maintenant la dérivée du dénominateur fois le numérateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Bien, c'est ce que nous allons appliquer. Dans un premier temps, dérivons d'abord le numérateur. Pour dériver le numérateur, nous allons dériver 1. La dérivée de 1 c'est 0. Ensuite, nous allons dériver 2 ln de x. La dérivée de 2 ln de x c'est 2. Voici 2 placés ici. ln de x, maintenant, sa dérivée donne 1 sur x. Voilà 1 sur x. Et maintenant, le tout doit être multiplié par le dénominateur. Le dénominateur c'est x carré. Le voilà qui vient donc en multiplication de la dérivée du numérateur. Maintenant, le tout doit être soustrait par maintenant le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur. Voici le numérateur qui est copié religieusement. Maintenant, la dérivée du dénominateur c'est 2x puisque le dénominateur ici c'est x carré. Voilà 2x renseigné. Maintenant, il nous reste à développer et à ordonner ce qui est fait à la ligne qui suit et nous trouvons le résultat final de la dérivée. Nous constatons donc que la dérivée est un rapport de fonction, mais le dénominateur est d'office positif. Pourquoi? Parce que le dénominateur est x cube. X étant d'office pris dans 0 plus infini, son cube est aussi positif. Donc, cette dérivée-ci porte le signe uniquement du numérateur. Donc, pour avoir le signe de cette dérivée, il suffit d'avoir le signe du numérateur. Ce que nous allons faire, il suffit alors de résoudre par exemple l'équation moins 4 ln de x supérieur à 0. Les solutions de cette équation vont nous permettre de déduire le signe de la dérivée. Ce que nous faisons donc ici, moins 4 ln de x supérieur à 0 équivaut à dire que ln de x lui-même est inférieur à 0. Nous avons multiplié de part et d'autre par moins 1 quart. Et comme nous multiplions par un nombre négatif, nous devons changer le sens des inégalités. Bien, c'est fait ici. Et le cours sur les fonctions ln nous renseigne
renseigne que ln de x est inférieur à 0 lorsque x appartient à l'intervalle 0 ouvert, le nombre de l'heure qui est E fermé. Bien, nous avons ici sauté l'étape des contraintes puisque nous savons qu'en réalité la fonction ln de x est définie sur 0 plus infini. Donc la contrainte n'a pas été citée dans la résolution de cette inéquation, mais elle a été prise en compte. Bien, maintenant nous savons que la dérivée est donc positive sur 0 E. Cela signifie que sur le complémentaire de 0e sur 0 plus infini, f est donc négatif. Cela veut dire que ailleurs de 0 plus infini, hormis cet intervalle, la fonction serait donc négative. Donc on déduit donc que dans l'intervalle e plus infini, la dérivée de la fonction est négative. Bien, rappelons ici que sur cet intervalle-ci, lorsqu'on enlève celui-ci, la fonction, l'intervalle restant c'est celui-là. Donc si la dérivée est positive ici, ailleurs elle est négative. Donc c'est la logique qui est utilisée. Bien, une fois que nous avons le signe de la dérivée, nous pouvons donc dresser le tableau de variation de f. La première ligne est obtenue en se rappelant du domaine de définition. Nous plaçons les bornes du domaine de définition. Nous avons 0, nous avons plus infini. Nous avons le nombre qui annule la dérivée, qui est e. Le voilà, renseigné là. Bien, maintenant une fois que nous avons renseigné la première ligne, place à la deuxième ligne maintenant, la ligne de la dérivée. Nous avons déjà les signes de la dérivée. Donc lorsque x est dans 0e, lorsque x est dans 0e, c'est fermé ici. Lorsque x est dans 0e, c'est même mieux d'ouvrir plutôt et d'enlever les deux barres. Enlever inférieur ou égal là, ce sont des détails quand même importants. Il faut enlever, c'est strictement supérieur ici et strictement inférieur à ce niveau. Bien, dans la deuxième ligne maintenant, ici nous avons plus infini, nous avons plus le signe plus plutôt de 0 à e et de e à plus infini. Ici nous avons le signe moins conformément au résultat que nous avons ici. Et bien, maintenant, cela nous dit qu'à la ligne suivante, qui est la ligne de f, à cette borne-ci, il faut renseigner la limite en 0 qui était moins l'infini. Nous la renseignons là. À cette borne ici, il faut renseigner la limite en plus infini, c'était 0, nous plaçons. Maintenant, l'image de f par e. Comme nous savons qu'il y a plus à ce niveau, nous devons placer donc cette valeur en haut. Et comme nous savons qu'il y a plus ici, les deux valeurs là doivent être en bas, puisque s'il y a plus et moins, ça veut dire qu'il y a un sommet ici. S'il y avait moins et plus, cela voudrait dire qu'il y avait un minimum. Bon, donc c'est la raison pour laquelle nous plaçons les deux résultats des limites ici en bas, parce que nous avons plus et moins. Maintenant, les flèches sont obtenues à l'aide des signes que nous avons ici. Nous avons le signe plus ici, donc nous avons une flèche montante, nous avons un signe moins ici, nous avons une flèche descendante. Bien, maintenant, une fois que ceci est bien renseigné, rappelons que la fonction n'étant pas dérivable en 0, nous devons avoir deux barres ici au niveau de la ligne de la dérivée. Et la fonction n'étant pas définie en 0, nous devons avoir aussi deux barres au niveau de la ligne de f. Maintenant, il est possible d'avoir une fonction définie en une valeur qui n'est pas dérivable en cette valeur. Dans ce cas, les deux barres devaient être en bas uniquement et ne pas être au niveau de la dérivée. C'est aussi possible. Avec de la chance, nous aurons à traiter un exercice comme ça. Bien, donc, c'est un détail important. Ce qui achève dans la deuxième question. Place à la question 3 actuellement. Déterminons l'intersection de f avec l'axe des abscisses. Pour déterminer l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. En réalité, la formule s'annule, puisque l'axe des abscisses est d'équation y est égal à 0. Donc, raison pour laquelle il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Et cette équation va nous renseigner l'abscisse du point d'intersection de l'axe des abscisses, mais pas l'ordonnée. Une fois que nous avons donc l'abscisse, nous complétons juste l'ordonnée en mettant 0, puisque l'ordonnée est d'office nul. Étant placé sur l'axe des abscisses, tous les points sur l'axe des abscisses ont pour y égale 0. Donc voilà la démarche, résoudre f de x égale 0, ensuite relever les coordonnées en sachant que la solution obtenue pour cette équation est l'abscisse et l'ordonnée va être 0. Bien, nous résolvons alors f de x égale 0. Nous pouvons aussi préciser f de a, f de i a pour dire l'abscisse de a. Bien, f est une fraction, cela veut dire que f ici s'annule. Une fraction qui s'annule, ça veut dire que le numérateur est nul. Le numérateur est donc nul. Nous pouvons donc faire à gauche et à droite par moins 1. Nous avons le droit de le faire. Nous trouvons donc ln de x a au carré égale moins 1. Maintenant, nous pouvons écrire moins 1 comme ln de exponentielle de moins 1. C'est toujours moins 1 puisque ln de exponentielle d'une valeur donne toujours cette valeur. De même, exponentielle de ln d'une valeur donne toujours la même valeur. Donc, nous pouvons remplacer moins 1 ici par ln de exponentielle de moins 1. Une fois que nous avons remplacé ça, nous avons ln de part et d'autre de l'égalité. Nous pouvons donc éliminer les ln parce que la fonction ln est injective. Bien, donc nous éliminons donc les ln et nous retrouvons cette égalité. Et il nous reste donc à mettre la racine de part et d'autre de l'égalité
d'égalité. Nous pouvons le faire puisque nous avons deux valeurs positives. Donc nous allons trouver deux situations. A égale exponentielle de moins 1,5. Rappelons qu'en mettant la racine ici et là, nous divisons la puissance d'exponentielle ici par 2. Puisque nous avons mis la racine carrée, donc nous devons diviser la puissance qui est là par 2. Si c'était la racine cubique, nous aurions divisé la puissance ici par 3. Donc raison pour laquelle nous avons exponentielle de moins 1,5. Donc A égale exponentielle de moins 1,5 ou alors A égale moins exponentielle moins 1,5. Mais nous savons que f de x est défini sur 0 plus infini. Bien, cela veut dire que la valeur A négative, c'est la seule valeur qui est prise en compte. Maintenant, conformément à ce que nous avions expliqué au début, l'abscisse est la solution de l'équation et maintenant l'ordonnée est tout simplement 0. Voilà donc les coordonnées du point d'intersection. Place actuellement à la question 4a. Étudions les variations de la fonction g et dressons son tableau de variation. Rappelons que g a été donné là. On nous donne maintenant une fonction g de x égale 1 moins x plus 2 ln de x. Bien, l'étude des variations de g de x. Dans un premier temps, déterminons d'abord le domaine de définition de g de x. Rappelons ici que g de x est une somme de fonctions. Donc, g de x serait définie lorsque chacune d'elles est définie. La première ici est une fonction polynôme, donc toujours définie. Maintenant, la deuxième, c'est une fonction ln, définie dans 0 plus infini. Ce qui revient donc à dire que g de x est défini de 0 à plus infini. C'est ça le domaine de définition de g de x. Donc, il est donc question maintenant de trouver les limites de g de x aux bornes de son domaine de définition. Bien, maintenant, dans un premier temps, calculons la limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Ce qui nous donne quoi? Et si nous remplaçons 0, à ce niveau, nous aurons 1 moins 0, ce qui nous donne 1. Et si nous remplaçons 0 ici, nous aurons donc moins l'infini. Puisque la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure nous donne moins l'infini. 2 fois moins l'infini va nous donner moins l'infini. Plus 1, ça donne toujours moins l'infini. Donc, la première limite ici nous donne moins l'infini. Maintenant, la deuxième limite, lorsque x tend vers plus infini, la limite de g de x, nous remplaçons ici, nous aurons donc moins l'infini. Puisque nous aurons moins fois plus l'infini, ça va nous donner moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini ici. Maintenant, de ce côté, la limite de ln de x lorsque x tend vers plus infini va nous donner donc 2 fois plus infini ici. Donc, nous aurons moins l'infini plus infini, une forme indéterminée a priori. Mais nous nous souvenons que les polynômes dominent les fonctions ln, ce qui nous permet donc de conclure que c'est la limite ci qui va imposer la limite à tout le groupe. Ce qui signifie donc que la limite ci va nous donner moins l'infini à cause du polynôme qui est là, qui domine dans la fonction ln. Donc, nous avons moins l'infini à ce niveau. Bien, maintenant, pour avoir les variations de g, il faut calculer la dérivée. Donc, parlons d'abord de la dérivabilité de g. G est donc dérivable sur 0 plus infini comme somme de fonctions dérivables. En effet, il y a un polynôme et une fonction ln. La fonction polynôme est toujours continue et dérivable sur tous les intervalles de r. Donc, dans 0 plus infini, le polynôme ci est dérivable. Maintenant, ici, la fonction ln de x est dérivable sur 0 plus infini en tant que, par définition, cela a été dit en cours. Donc, de 0 à plus infini, la fonction ln de x est dérivable. Maintenant, ça veut dire que sur 0 plus infini, g de x est donc dérivable en tant que somme de fonctions dérivables. C'est pourquoi ça a été déclaré ici. Maintenant, nous savons que la fonction g de x est dérivable sur 0 plus infini. Calculons donc la dérivée. Pour x dans 0 plus infini, alors nous avons cette dérivée. Si on dérive une somme de fonctions, comment on dérive chaque fonction? La dérivée de 0, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1, la dérivée de 2 ln de x va nous donner 2 entre parenthèses 1 sur x, parce que la dérivée de ln de x va nous donner 1 sur x et 2 ça va donc multiplier ce résultat. Et lorsque le calcul est bien fait là, nous trouvons ce résultat-ci. Le tableau de signe est naturel. Nous trouvons donc que la fonction g' est positive sur 0, 2 et négative de 2 à plus infini. Il est important de rappeler ici que c'est mieux de renseigner les deux barres, surtout au niveau de la dérivée ici en bas, pour se souvenir que la fonction n'est pas dérivable en 0. Bien, ici à la deuxième ligne et la troisième ligne, les deux barres ne sont pas nécessairement à mettre, mais au niveau de la dernière ligne là, il faut mettre ces deux barres. Bien, ce qui nous donne aussi ici que g est croissante sur 0, 2 et décroissante de 2 à plus infini. Maintenant, le tableau de variation, comment nous l'obtenons? Déjà la ligne des x, nous nous souvenons des bornes du domaine de définition, nous les plaçons. Nous nous souvenons de la valeur qui annule la dérivée, c'est 2, nous la plaçons. Et maintenant,
la fonction n'est pas dérivable en 0, donc nous devons mettre 2 barres au niveau de 0 ici. Rappelons alors les signes de la dérivée ici. Maintenant, la valeur qui annule 0, c'est 2. Nous plaçons le 0 ici. Ensuite, nous rappelons que la fonction n'est pas dérivable en 0, donc nous mettons les 2 barres ici. Maintenant, nous avons plus ici, moins là. Cela veut dire que la fonction va commencer en bas et terminer en bas. Raison pour laquelle la limite de 0 qui nous a donné moins l'infini doit se placer en bas. La limite de plus l'infini ici doit se placer aussi en bas, puisque nous avons plus, ensuite nous avons moins. Ça veut dire qu'il y a un sommet et il y a 2 endroits qui sont en bas. C'est pourquoi les 2 valeurs ici doivent être en bas. Maintenant, au niveau de plus, nous devons avoir une flèche montante. Au niveau de moins, nous devons avoir une flèche descendante. Toujours vérifier si la valeur qui est là est plus grande que celles qui sont en bas. Si ce n'est pas le cas, c'est que le tableau a été raté. Bien. Donc voilà comment on obtient le tableau de variation de G. Place à la question 2b actuellement, il est demandé de montrer que la fonction g de x égale g de x ou alors l'équation g de x égale 0 admet une unique solution dans chacun des intervalles que sont 0, 2 et 2, 4. Bien, pour répondre à ce type de question, le fait est que la fonction g de x s'annule une seule fois sur un intervalle si elle est continue sur cet intervalle et strictement monotone sur cet intervalle. Bon, donc, il est question ici de montrer que g est continu et strictement monotone sur 0, 2 et que, effectivement, g s'annule dans 0, 2. Cela va donc nous permettre de conclure l'unicité et l'existence de la bien. Dans un premier temps, nous savons déjà que g est continu. G est continu sans même le dire, mais continue en tant que somme de fonctions continues puisque c'est une fonction ln et une fonction polynôme. Les fonctions ln sont continues dans tous les intervalles dans lesquels ils sont définis. Les fonctions polynômes aussi. Bien. Maintenant, donc nous avons ici une somme de fonctions continues sur 0, 2. Donc, g est continu. Maintenant, g est strictement monotone sur 0, 2. Cela est donné par le tableau de variation que nous voyons ici. Dans l'intervalle 0, 2, notre fonction g est strictement croissante. Donc c'est pourquoi nous disons ici que g est strictement croissante sur 0, 2. De plus, g de 2, voici sa valeur et g de 0 n'étant pas calculable, nous allons chercher sa limite et nous constatons donc que la limite là c'est moins l'infini. Bien, moins l'infini et cette valeur sont de signes opposés. Ça veut dire que quelque part entre 0 et 2, lorsque x varie entre 0 et 2, la fonction g traverse la valeur 0 puisque ici elle était négative, là elle devient positive. Comme elle est continue, ça veut dire qu'elle passe par 0. Bon, comme elle est donc strictement monotone, ça veut dire qu'elle passe une seule fois par 0. Donc, raison pour laquelle il y a existence de la solution et unicité de la solution. D'où la conclusion ici, f admet une unique solution sur f de x, g de x plutôt, égale 0, admet une unique solution sur 0 plus sur 0, 2, autant pour nous. Bien, maintenant dans l'intervalle 2, 4, la démarche est presque similaire. Nous rappelons tout simplement que g est continue et strictement décroissante sur 0, sur 2, 4. Bon, d'après le tableau de variation de g, toujours de 2 à plus l'infini, la fonction est strictement décroissante. 4 est quelque part là. Donc, g est strictement décroissante sur 0, 4, conformément comme nous l'avons dit ici. Maintenant, nous constatons que g de 2 donne cette valeur-ci, pendant que g de 4 donne celle-ci. Les deux valeurs sont des signes contraires. Celle-ci est positive et celle-ci est négative. C'est pourquoi nous avions dit ici que le produit des deux valeurs est négatif, ce qui veut donc dire que les deux sont de signes contraires. Et donc, s'ils sont de signes contraires, ça veut dire que g passe donc par 0 entre 2 et 4. Si g passe par 0 et continue et strictement décroissante, cela signifie qu'il y a existence et unicité d'une seule solution. Bien, il est important de noter que si on demande de montrer l'existence de la solution sans préciser l'unicité, il suffit de justifier que g est continu et qu'il y a des signes contraires. Si nous le montrons, ça veut dire que g passe nécessairement par 0 et qu'il y a donc existence des solutions, mais on ne sait pas si elles sont uniques. Donc, la monotonie vient préciser l'unicité de la solution. C'est un détail important. Bien, voilà donc ce qui achève la question B. Bien, à la question 4, il nous est demandé de donner un encadrement de alpha appartenant à 2, 4 d'amplitude 10 puissance moins 1. Bien, pour répondre à cette question, nous allons utiliser la méthode du balayage. Nous allons utiliser un pas de 0,1. La méthode du balayage consiste à choisir une valeur et à chaque fois augmenter le pas jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Mais la solution est trouvée comment? En cherchant, observons d'abord l'équation qui est à résoudre ici, c'est g de x égale 0. Cela signifie que nous devons trouver deux valeurs qui vont être, dont les images vont encadrer 0. Donc c'est ça la technique. Il faudrait trouver une valeur qui est supérieure, dont l'image est supérieure à 0
0 et une autre dont l'image est inférieure à 0. Notre solution serait donc comprise entre les deux valeurs. Bien. Donc ici, nous avions choisi la valeur 3. Nous calculons l'image de 3, nous trouvons une valeur proche de 0,19. Lorsque nous allons augmenter de 3 d'un pas de 0,1, nous allons trouver une valeur de g de 3,1 nécessairement plus petite parce que la fonction g est décroissante de 2 à plus infini d'après l'étude précédente. Donc ce qui nous amène donc à savoir directement qu'à chaque fois quand nous allons donc ajouter les pas, nous allons trouver des images de plus en plus petites jusqu'à ce qu'une image soit plus petite que les 0,6 et notre solution serait donc comprise entre l'image précédente et juste l'image qui a suivi. Donc c'est ça la méthode du balayage. Maintenant, l'image de 3,1 nous a donné 0,16, 3,2, 0,2, ainsi de suite. Lorsque nous arrivons à 3,5, nous trouvons 0,005 et lorsque nous trouvons dans l'image de 3,6, nous trouvons moins 0,03. Cela signifie que notre alpha est donc compris entre 3,5 et 3,6, étant donné que 0, la valeur de 0 ici est comprise entre 0,05 et moins 0,03. Bien, alpha est donc dans l'intervalle 3,5, 3,6, ce qui achève dans la question 4C. Montrons que la question 4D actuellement, montrons que f de alpha est égal à 1 sur alpha. Bien, pour faire ce type de question, la technique consiste à tirer la valeur de ln de alpha pour la remplacer dans l'expression de f de x. Une fois que c'est fait, c'est facile. Bien, comment obtenir la valeur de ln de alpha? Il faut se souvenir donc que alpha vérifie une équation, c'est quoi? C'est g de alpha égale 0. Lorsque nous rappelons dans cette équation, nous pouvons avoir une relation de alpha. Mais pour aller vite ici, il est nécessaire, au lieu de tirer ln de alpha, nous tirons 2 ln de alpha, puisque c'est 2 ln de alpha que nous avons dans l'expression de alpha. Bon, donc nous tirons 2 ln de alpha, nous avons 2 ln de alpha égale alpha moins 1. Nous remplaçons dans la relation ici, nous trouvons aisément 1 sur alpha, ce qui achève la question 4. Place à la question 5 actuellement. Il nous est demandé de montrer que pour toutes les valeurs positives, f de x moins 1 sur x est égal à g de x sur x carré. Puis d'en déduire que la courbe CF et CG sont en 2 points. Bien, nous nous souvenons que pour toutes les valeurs positives de x, nous pouvons donc écrire f de x comme cette valeur-ci, puisque c'est la valeur qui nous a été donnée. Maintenant, moins 1 sur x, nous ramenons les deux fractions au même dénominateur, c'est un raccourci, parce qu'en multipliant x par x carré ici, on va écrire O pour rien. Donc nous ramenons les deux fractions au même dénominateur, nous additionnons, nous trouvons facilement le résultat. Maintenant, montrons que la courbe admet 2 points d'intersection. Bon, la démarche est la suivante. Pour montrer que de manière générale même, pour trouver les points d'intersection entre deux courbes données, il faut résoudre l'équation qui associe les deux fonctions, comme ceci. Cette équation nous renseigne alors les abscisses des points d'intersection. Une fois que nous avons les abscisses des points d'intersection, pour avoir les ordonnées, on trouve les images de ces abscisses, soit par H, soit par G. Donc une fois qu'on a trouvé les abscisses, en résolvant l'équation-ci, les ordonnées sont obtenues en remplaçant ces abscisses, soit dans H, ces abscisses-là ont vérifié l'équation. Donc voilà la démarche. Mais dans notre question ici, il était juste question de trouver le nombre de points d'intersection. Donc si nous trouvons 3x distincts, ça veut dire qu'il y a 3 points d'intersection. Si nous trouvons un seul x, ça veut dire qu'il y a un seul point d'intersection. Si nous trouvons 2x, ça veut dire qu'il y a 2 points d'intersection. Donc c'est ce que nous allons faire. Résolvons alors h de x égale f de x. Nous nous souvenons qu'on peut soustraire de part et d'autre de l'égalité par moins h de x. Si nous le faisons, nous allons constater que nous avons f de x moins h de x égale 0. Or h de x c'est 1 sur x. Donc nous avons f de x moins 1 sur x égale 0. Ce qui nous amène donc à remplacer f de x moins 1 sur x par g de x sur x carré, car c'est un résultat que nous avons établi à la question précédente. Et nous nous souvenons donc que une fraction est nulle lorsque son numérateur est nul. Donc g de x doit être égal à 0. Maintenant, l'équation g de x égale 0, nous avions vu tout à l'heure qu'elle admet deux solutions dans 0 plus infini. L'une dans 0, 2, l'autre dans 2, 4. Donc il existe alors deux points d'intersection de la courbe, des deux courbes plutôt, ce qui achève la question 5. Place à la question 6 à présent. Pour toutes les valeurs supérieures ou égales à 4, montrons que f de x est compris entre 0 et 1 sur x. Bien.
Bien, nous nous souvenons que d'après l'étude de la fonction f, d'après son tableau de variation, quel que soit x dans 4 plus infini, nous aurons f de x positif. Vérifions cela. En effet, lorsque x est déjà supérieur à e, le nombre de leurs cycles, la fonction serait déjà au-dessus de l'axe des abscisses puisque cette valeur est positive. Et elle va rester au-dessus de l'axe des abscisses car elle est décroissante mais tend vers 0. Cela signifie qu'elle ne va plus être en dessous de l'axe des abscisses. Donc 4 étant entre e et plus infini, cela signifie que entre 4 et plus infini, la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif. Nous avons donc ce résultat. Maintenant de plus, lorsque x est dans 4 plus infini, cette différence-ci vaut g de x sur x carré. Maintenant, nous nous souvenons que g de x est une fonction décroissante sur 4 plus infini. Or, g de 4 est négatif. Cela signifie que g de x va rester négatif de 4 à plus infini pour toutes les valeurs, puisque g de x étant déjà décroissante et que la plus petite valeur plutôt de l'intervalle 4 plus infini est déjà négative. Cela signifie que toutes les autres valeurs vont rester négatives. Raison pour laquelle nous disons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 4 plus infini, g de x est négatif. G de x est donc négatif, cela veut dire que g de x sur x carré est négatif. Cela signifie donc que g de x est inférieur à 1 sur x, puisque nous pouvons additionner par 1 sur x de part et d'autre de l'inégalité pour avoir le membre de cette inégalité. Étant donné que cette inégalité a déjà été prouvée à ce niveau, il nous restait juste à prouver ceci pour conclure. Donc voilà ce qui achève la question 6 qui était assez subtil. Il fallait bien comprendre les notions de croissance et de décroissance pour débloquer cette question. Bien, maintenant, place à la question 7 qui est le tracé de f et le tracé de h. Pour tracer f, la première chose, pour tracer une fonction généralement, la première chose c'est de dresser le tableau de valeurs, mais en considérant d'abord le tableau de variation. Maintenant, nous avons notre tableau de variation ici, qui nous dit que l'étude a été faite de 0 à plus infini. Donc, il est mieux ici de répartir nos tableaux, dans notre tableau de valeurs, les valeurs ici et là. Je propose ici, par exemple, comme il y a assez d'espace entre 0 et le nombre de leurs ici, de prendre même deux valeurs à ce niveau. Donc, nous pouvons prendre ici demi et 1. Bon, de ce côté, deux valeurs aussi. Maintenant, observez attentivement ce tableau et vous devez déjà, avant d'aller tracer, savoir l'allure de la fonction à l'aide de son tableau. Bien, nous savons que la fonction est définie de 0 ouvert à plus infini, donc il y a une asymptote verticale là. Maintenant, nous savons que la limite à plus infini a donné un nombre fini qui est 0, donc on a une asymptote horizontale comme ceci. Maintenant, nous savons que la fonction part de moins l'infini, atteint un sommet et revient à 0. Ça veut dire que l'allure de la fonction va être quelque chose comme ça. C'est très important de savoir déjà l'allure de la fonction. Maintenant, lorsqu'on connaît l'allure de la fonction, une fois qu'on va réaliser le tableau de valeurs, il va seulement falloir suivre ces valeurs conformément à l'allure qu'on a remarqué. Rappelons aussi qu'il doit avoir une tangente horizontale à ce niveau qui est au point d'abscisse et dont l'ordonnée est 3 sur e au carré. Bien, une fois que nous avons tous ces détails, l'allure de la fonction est la fonction en bleu que nous voyons ici. Le tableau de valeur, lorsqu'il est renseigné, lorsque la valeur demi ici va vous donner un point quelque part ici, vous allez placer les autres points. Vous en avez placé 4. Ça va vous permettre de tracer votre courbe avec précision et elle va donner quelque chose comme ça. Et il y a une demi-tangente horizontale à ce niveau. Voilà la valeur alpha ici. Et nous voyons bien que la fonction bleue, qui est la fonction f, est en dessous de la fonction h lorsqu'on traverse la valeur 4, conformément à ce que nous avions démontré. Maintenant, la fonction h, elle a été étudiée dans les basses classes, la fonction 1 sur x. Nous savons que pour la tracer, on n'a pas besoin de l'étudier, juste un tableau de valeurs. Nous savons déjà qu'elle va faire d'office deux choses comme ça, d'office. Pour l'origine du repère et son centre de symétrie. L'origine du repère et le centre de symétrie, quelque part comme ça là. Donc, il suffit d'avoir quelques points pour avoir l'allure de la fonction en verte, qui est une fonction très triviale à tracer. Bien, voilà donc ce qui achève notre vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous intéresse. Nous publions régulièrement les vidéos pour les apprenants en classe examen, donc veuillez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit et c'est très facile de faire les révisions à l'aide des vidéos sur YouTube. Ça vous permet de travailler, de réviser sans bouffer trop d'énergie et de réviser beaucoup de notions en peu de temps. À bientôt pour les prochaines vidéos. Rappelons que nous corrigeons entièrement tous les sujets que nous présentons ici. Nous les copions entièrement, nous les classons en podcast, de vidéos en podcast. Donc chaque sujet a son podcast. Donc veuillez vous abonner et bonne révision à tous. À bientôt pour la prochaine vidéo.